De retour sur Méridien Zéro, chers auditeurs, avec Pierre Hilard, où nous traitons du mondialisme. Alors, avant la pause, chers auditeurs, je vous parlais de l'Union européenne. L'Union européenne. Alors, une question, Pierre. L'Union européenne est-elle la stratégie du mondialisme, ou en tous les cas sa révélation, sa transcription dans le réel? J'ai envie de dire, est-ce que dès le départ, les dés n'étaient pas pipés? J'entends par là, non, pensez-vous, Jean Monnet, création de la CE, etc. Bon, est-ce qu'on n'était pas déjà d'entrée de jeu? C'est là pour ça. En fait, la volonté de mettre en place une Europe unifiée, c'est déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20. Déjà, avec un personnage qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est le fondateur de la Pan-Europe. Pan-Europe, qui lui aussi est un institut très puissant. Voyez-vous, dans les défenseurs de la cause nationale et des identités régionales, et je me range de ce côté-là, je suis pour, étant breton d'origine, pour la défense des identités régionales. Ça c'est plutôt pas mal. Bien, hein. Ah non, mais vous venez de marquer un point là. Ah non, mais vous nous avez descendu quelques mythes. Bon là, vous remontez un peu. Non, mais c'est, en fait, moi je suis pour parce que moi je suis contre le côté jacobin de destructeur. Pour la petite histoire, avant de continuer, la France de l'ancien régime, c'était province qui respectait les diversités. La France de la Révolution, c'est la mise en place des départements. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces idéologues... Ah bah si, je vais le dire, hein, ce truc-là, parce que... ces idéologues ça vous tient, merdeux, révolutionnaires, qui voyaient l'être humain de manière purement, vous savez, froide. En fait, les départements, à l'origine, la France était couverte de carrés. Un véritable damier, comme un jeu de dames ou jeu d'échecs. Donc vraiment, c'était une France en carré, le truc purement géométrique, froid, inhumain. Mais pour des raisons d'ordre pratique géographique, un trait avec sur une montagne, bien une rivière en zigzag, c'était pas évident. Et je vais continuer très rapidement et après je retombe. Ce principe jacobin de inhumain, en fait, qui est une étape du mondialisme. 1919. République de Weimar, vous avez un grand juriste qui est à l'origine des lois, des articles de la République de Weimar, enfin la Constitution de la République de Weimar. Ce juriste allemand s'appelait Hugo Preuss. Il voulait détruire les provinces allemandes, enfin les Länder, pour mettre en place des départements. Et en fait, ça ne s'appelait pas département, ça s'appelait les Gauen. G-A-U-E-N, pluriel, au singulier, Gau, G-A-U. Mais les entités bavaroises, saxonnes, etc. étaient assez fortes et les représentants ont réussi à bloquer. Et c'est Hitler qui, en 1933, qui a détruit les Länder et mis en place les Gauen, les départements. Et d'ailleurs, dans les films nazis, quelquefois, vous entendiez le Gauleiter, dirigeant d'Hugo. C'est Hitler. Mais ce qu'on ne sait pas, et moi j'ai un malin plaisir à le dire, parce qu'en plus c'est authentique, c'est que Hitler a mis en place les Gauen voulus par Hugo Preuss. Hugo Preuss était juif. Ah! Et oui, malin Adolphe. Et oui, donc c'est amusant de voir l'organisation administrative de l'Allemagne nazie qui en fait s'inspirait directement du principe jacobin qui aurait dû en fait voir le jour en Allemagne grâce à un juriste suisse, Hugo Preuss. Bon, je fais une parenthèse. Bon, alors... Revenons à notre question. Donc, l'Europe, déjà cette volonté de créer une Europe unie, la Pan-Europe, très rapidement. La Pan-Europe, ça va la continuité avec ce que je disais tout à l'heure, a été créée en 1922. Objectif, créer une Europe unifiée contre la guerre. En fait, c'était dans un but d'insérer l'Europe unifiée dans un État mondial. Son fondateur, Richard Coudenhove-Kalergi, financé par qui? Ah, par les Warburg, Max Warburg en particulier. Et Hitler c'est l'intermède, mais je rappelle que vous allez voir pour l'Union européenne, en 1926, le premier congrès de la Pan-Europe, je crois que c'était à Vienne, a décidé de mettre en place des organes, des principes pour cette Europe unifiée. C'est en 1926 qu'ils ont décidé de choisir un hymne à l'Europe, l'Ode à la joie de Beethoven. Et donc l'Union européenne, quand on entend l'Ode à la joie, en fait, c'était décidé en 1926 par les dirigeants pan-européens. Donc pour faire comprendre que ça, quand même, ça remonte. Bon. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette Union européenne, vraiment, va être lancée. Alors, 1957, c'est l'accouchement, la date officielle, le traité de Rome, 1957. En fait, on peut relever 3 dates, 46, 47, 48. 1946, c'est le fameux discours de Winston Churchill, à Zurich, où il parle d'une Union européenne dans le cadre des Nations Unies. Déjà, cette volonté de créer des blocs continentaux, européens en particulier, lui-même s'intégrant dans une gouvernance unifiée. Deuxième étape, 1947, août 1947, en Suisse, dans un petit patelin, d'ailleurs qui a souvent encore des réunions entre gens de la haute, un petit patelin qui s'appelle Gstaad, G-S-T-2-A-D.
où vous avez eu en août 1947, et vous allez comprendre l'importance de cette date, la création de 2 instituts mondialistes, un à l'échelle planétaire qui s'appelle le WFM, qui est le sigle en anglais pour Mouvement Fédéraliste Mondial, créer des blocs continentaux, et c'est dans la charte. D'ailleurs, c'est simple, il faut aller sur le site officiel des archives de l'Union européenne, donc je donne vraiment l'adresse de nos adversaires, www.ena.lu, Luxembourg. Vous avez toutes les archives européennes, tapez WFM, World Federalist Movement, et vous aurez le texte fondateur de cet institut pour créer des blocs continentaux dans le cadre du gouvernance mondiale. Et cet institut planétaire avait une subdivision, la branche européenne, UEF, sigle en anglais, pour l'Union des fédéralistes européens, qui actuellement est dirigée par un député anglais qui s'appelle Andrew Duff, Duff, D-U-2-F. Eh bien, c'est lui qui, en liaison avec un député autrichien, Johann Fogelhuber, et en liaison avec la Fondation Bertelsmann, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, Giscard après l'échec de 2003-2004, enfin 2005 avec le référendum, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, donc avec le traité de Lisbonne. Donc vous voyez comme cet événement de 1947, cet institut UEF a permis en 2005, 2006, 2007 de relancer le projet de Constitution européenne. Donc les événements actuels ont une longue origine. Et le troisième date, 1948, mai 48, avec le fameux congrès de La Haye, qui est vraiment l'acte fondateur de la relance de la construction européenne, présidée par Winston Churchill. Et en fait, d'ailleurs pour la petite histoire, je citais Richard Koudanov-Kalergi, la Pan-Europe. En 51 ou 52, Koudanov a écrit un bouquin intitulé « J'ai choisi l'Europe » et il a eu une personne qui lui a écrit la préface de son bouquin, c'était Winston Churchill. Donc vous voyez, on retombe toujours les mêmes copains. Et je vais continuer puisque c'est le congrès Laë de mai 1948, en fait, n'a pas été organisé par Churchill, il n'a fait que poser ses fesses, d'une certaine manière, lors de grosse fesse avec son cigare et son whisky. En fait, celui qui a vraiment organisé tout ça, c'était le secrétaire général, qui était Joseph Ratzinger. À ne pas confondre avec Ratzinger, qui est le pape, Joseph Ratzinger. Et Joseph Ratzinger travaillait main dans la main avec le CFR américain et son homologue britannique Chatham House. Et c'est lui qui va être, Joseph Ratzinger, donc à l'origine de ce congrès La Haye, mais c'est lui qui est à l'origine avec Rockefeller de la création en 1954 du Bilderberg. Donc vous voyez, à chaque fois... des Pays-Bas dont vous nous parliez Voilà, tout à l'heure. donc à chaque fois on retombe sur nos pattes. C'est un immense puzzle et chaque pièce s'emboîte. Il n'y a pas de complot, c'est archi-officiel, mais il faut être curieux. Vous pouvez nous dire juste un petit mot pour nos auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas le Bilderberg? Au Bilderberg, ça a été créé donc en 1954 par Joseph Ratzinger et Rockefeller. David Rockefeller, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a 96 ans en 1915. Et en fait, l'objectif, c'est de réunir la crème de la crème politique, économique, journalistique, pour faire avancer la cause mondialiste. Et c'est intéressant de voir que donc chaque année il y a une réunion, évidemment dans un pays européen, mais ou en Amérique du Nord, mais c'est toujours avec une protection policière extraordinaire. Aucune référence journalistique. C'est bien simple, vous avez une réunion de Bilderberg en 2003 à Versailles. Versailles était verrouillé par les flics, les militaires, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas eu un mot dans la presse. Et pourtant, il y avait tout le gratin politico-économique des grandes puissances réunies. On serait cru mercredi soir devant le dîner du siècle. Voilà, mais là encore, parce que là c'est planétaire. Et enfin, le dernier dîner du siècle, il y avait de la présence policière quand même. Oui, quand même. Mais sauf si la vidéo a été enlevée, mais sur Dailymotion YouTube, pour les internautes, vous tapez Bilderberg 2000 Bruxelles, et c'est le seul document officiel puisque c'est le journal télévisé belge RTL Belgique, donc la Christine O'Krent ou la Anne Sinclair du coin, qui présente le journal télévisé belge et qui parle de la réunion de Bilderberg qui a lieu en Belgique du côté de Bruxelles. Et ensuite il y a le reportage qui dure 3 minutes et il y a la vidéo où on voit filmer de l'extérieur, entre autres l'ami Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Donc en fait, c'est le seul document officiel émanant d'un journal télévisé lambda, mais au moins ça montre que ça existe quand même. Je pense qu'il a des chances de louper la prochaine séance, l'ami DSK. Ah bon? Ah bon? Oui, peut-être, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En attendant, il n'a jamais eu le temps de remettre son pantalon.
Pour retomber sur nos jambes avec le groupe Bilderberg, il faut savoir que le nouveau président de la Commission européenne, Van Rompuy, a été choisi lors d'une réunion de Bilderberg. Oui. Vous y étiez, mon cher Eugène? Il faut lire les livres d'Emmanuel Ratier, mon camarade. Ou bien... Toujours très bien renseigné. Ou les livres de Pierre Hillard, bien sûr. Alors ça, je l'avais pas écrit parce que mes livres sont sortis avant, mais la réunion a eu lieu... c'est un site internet pro-européen. En plus, la référence c'est un site pro-européen qui s'appelle, en anglophone, qui s'appelle EU Observer. C'était en octobre-novembre 2009. Il y a le patron Bilderberg actuel qui s'appelle Étienne Davignon, qui est accompagné d'Henry Kissinger. J'ai envie de dire que je comprends pas, mais c'est l'Europe, il a rien à faire, c'est américain, Henry Kissinger. Bon, bref. Eh bien si. Eh bien si, ça va de soi. Et ils ont fait passer un oral, comme un concours, à un certain Herman Van Rompuy, et l'oral s'est bien passé, il a été retenu. Voilà, donc pour montrer que ce sont ces gens-là qui décident, à titre petite information, un élément révélateur, quand il y a une réunion de Bilderberg, tous les participants portent tous un badge, avec leur nom, etc., puis voire même leur qualification, sauf deux. Le premier, David Rockefeller, le fondateur, c'est pas la peine d'avoir un badge. Et le deuxième, c'est la reine des Pays-Bas, la reine Béatrix, fille du premier président Bilderberg, le prince Bernhard. Prince Bernhard est le père de l'actuelle reine des Pays-Bas. Donc, vraiment, j'insiste sur l'importance des monarchies anglo-hollandaises liées aux pétroliers, la Shell, toutes ces entreprises. La reine des Pays-Bas est richissime, la reine d'Angleterre richissime. Donc vraiment, il faut pas voir uniquement le carrosse et la main qu'on agite, c'est autre chose. D'accord. Quelle différence entre le Bilderberg et la trilatérale? Alors Bilderberg, c'est quand même à l'échelle planétaire, trilatéral comme son nom l'indique. Ils ont un site internet d'ailleurs. Et j'aurai une petite anecdote ensuite à raconter. Trilatéral, c'est l'Amérique du Nord. Alors je précise l'Amérique du Nord, États-Unis, Mexique et Canada, Europe, deuxième pôle, et troisième pôle, le monde asiatique et le Japon. Mais en fait, et c'est tout récent, vous avez deux nouveaux participants pour le bloc asiatique, la Chine et l'Inde. Et c'est sur le site officiel de la trilatérale. Et vous me parliez tout à l'heure du bloc euro-atlantique qui se met gentiment en place, en théorie sur le site de la Commission européenne, parce que tous les textes sont sur le site de la Commission européenne, en théorie c'est pour 2015, avec toujours les possibilités de décalage. Un des meneurs en faveur de ce groupe, de ce bloc euro-atlantique, c'est un Français, membre de la trilatérale Europe, qui s'appelle Hervé de Carmoy. Carmoy, c'est C-A-R-M-O-Y. Et il a sorti en 2007 un bouquin qui était à la FNAC, au PUF, Presse universitaire de France, et le titre du bouquin s'appelait Euramérique. Tout simplement. Tout simplement, rien que le titre suffit, voilà. Pour vous dire que le truc archi-officiel, le bouquin à la FNAC, Hervé de Carmoy, mon trilatéral, Euramérique, voilà. Pour vous dire qu'il se cache pas. Qui en a parlé? Je crois que je suis le seul à parler. Voilà. Ouais, c'est... Alors, est-ce que vous considérez, vous, que les grandes étapes de la création de l'Union européenne, enfin, le traité de Rome, le traité de Maastricht, Schengen, le traité de Lisbonne, est-ce que pour vous, à chaque fois, c'est une avancée du mondialisme? Oui, c'est une avancée parce que à chaque fois il y a une étape et on voit quand le système bloc en 2005 où les Français et les Hollandais ont eu l'audace, l'outrecuidance de dire, en radio on peut pas le faire, mais enfin un bras d'honneur aux élites, en pseudo-élites mondialistes, mondialistes en tout cas, les Français et les Hollandais ont dit non. Eh ben normalement la démocratie c'est Vox Populi, c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc on commence. C'est mieux. Voilà, mais attention, on recommence, mais ce sont dit, différemment. pas par la voie référendaire, parce qu'on va encore se faire la mettre profond, en gros, par la voie parlementaire. Petite quenelle. Oh, ils ont un bambou, tout ce que vous voulez. Le bambou, ça pousse en plus. Et bref, bon, j'arrête. Mais vous êtes en forme, Pierre Hillard, ce soir. Blague à part, et j'en profite pour rebondir, lorsque le projet a été relancé, alors que le peuple dit souverain, hollandais et français, a dit non, c'est non. On est en démocratie, paraît-il. Hein. Ça a été relancé. En fait, ça a été relancé, la date officielle, c'est 1er juillet 2005, à Berlin, dans les locaux de Bertelsmann, en liaison avec, je le citais, Andrew Duff, et ce député autrichien au Parlement européen, Johannes Voggenhuber, et ils se sont appuyés à l'époque sur deux présidents
au sein du Parlement européen, parce que vous savez, au Parlement européen, vous avez des commissions pour les affaires étrangères, enfin tous les... et à l'époque, vous avez deux présidents de deux commissions, l'un pour les affaires étrangères et l'autre pour la construction européenne. Je suis désolé, deux Allemands, Jo Leinen et Elmar Brok. Elmar Brok, d'ailleurs, chose très intéressante, qui a fait une partie de sa carrière professionnelle chez Bertelsmann. Alors justement, voilà, vous avez écrit un livre sur cette fondation Bertelsmann. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Vous dites que c'est un think tank puissant, que c'est un empire de presse. Ils sont à la tête d'un empire de presse. Alors Bertelsmann, ce livre, il y a une petite erreur pour le titre du bouquin. Le titre du bouquin qui est sorti en 2009, c'est la fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale. En fait, j'ai voulu, en faisant ce bouquin, qui est le premier en langue française, montrer comment un institut ultra puissant agit pour faire avancer la mécanique. Parce qu'on dit toujours mondialisme, etc. Oui, d'accord. Mais comment ça se met en place, comment ça agit? Alors, en fait, l'historique, très rapidement, Bertelsmann a été créé à l'origine par un certain Bertelsmann, un Allemand, donc en 1835. C'était vraiment une petite imprimerie, mais vraiment d'amateur, si je puis dire. Et puis, au fil des décennies, la chose s'est développée et c'est devenu un empire de l'imprimerie, des médias, à titre indicatif, durant la Seconde Guerre mondiale, c'était les imprimeries Bertelsmann qui imprimaient tout pour la Wehrmacht. Tous les revues, c'était le grand imprimeur au service du nazisme. Ça, ce côté-là, ils ont collaboré avec tonton Adolphe, il n'y a pas photo. Bon, bref, c'est comme ça. Fédérons avec qui on peut. Voilà, oui, mais bon, l'un des descendants donc a abandonné, c'est son petit-fils qui a pris la suite, donc Reinhard, je crois que c'est Reinhard Mohn. Alors il s'appelle Mohn, en fait il est descendant de Bertelsmann par les femmes. La branche masculine est éteinte. Bon bref, peu importe. Et l'empire Bertelsmann, c'est deux choses. Premièrement, c'est un empire des médias. Alors quand je dis médias, à l'échelle planétaire. Vous regardez, vous écoutez RTL, télévision, radio, le patron c'est Bertelsmann. La revue Géo, bonne revue, c'est Bertelsmann. Vous avez votre copine qui va chez le coiffeur, qui lit femme. Vous m'avez fait peur l'espace d'un instant. Là. Bref. Là, je l'ai pas saisi. Enfin, bref, vous me direz ça après. Donc les demoiselles ou peu importe qui lisent Femme actuelle chez le coiffeur, c'est Bertelsmann. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, ces revues-là s'adressent à toutes les origines, le côté un peu entre guillemets intello, géo, et puis pour ceux qui voient ça d'une manière assez légère, la revue Femme Actuelle, ça se lit facilement, ou VSD, mais c'est pour s'attaquer à toutes les couches de la société, peu importe le niveau d'études, etc. La première maison d'édition américaine, Random House, c'est Bertelsmann, et Random House, maison d'édition américaine dirigée par Bertelsmann, a édité les bouquins de Barack Obama. Donc vous voyez comme les connexions se mettent en place. Bon, la chaîne de télévision M6, le patron, c'est Bertelsmann. Bon, pour vous dire qu'on est concerné au premier chef. Donc c'est un empire des médias. Colossal, ultra puissant. Et je ne vous parle pas de toutes les revues, radios, télévisions qui dirigent en Europe centrale, en Russie, bon bref. Méridien Zéro, ça pourrait les intéresser? À mon avis, j'ai des doutes. Mais enfin. On sait jamais, et Eugène. Vous savez, pour la France 15, je pense, je crois que le truc est en train d'être vendu par Bertelsmann, France Loisirs. Oui. Bertelsmann. Ah dites donc. Mais c'est en train d'être vendu, ils sont en train de vendre ça, mais jusqu'en 2010, France Loisirs, le patron c'est Bertelsmann. Pour vous dire que ça touche la vie de tous les jours, que les auditeurs comprennent qu'ils ne sont pas sur notre planète. Bon. Donc, c'est un empire des médias. Deuxième point pour Bertelsmann, et là c'est plus récent, 1977, c'est la création de la Fondation Bertelsmann, le think tank, comme on disait les Allemands, la Denkfabrik, littéralement la fabrique à penser. Et cette Fondation Bertelsmann, irriguée par la superpuissance financière médiatique, l'un appuie l'autre, vous allez voir comment, cette Fondation Bertelsmann s'occupe de 3 points. Construction européenne, partenariat transatlantique et relations avec les pays musulmans et Israël. Et entre autres, il est spécifié la volonté, alors je dis bien pas de coopérer, d'intégrer les pays sud-méditerranéens, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc., à un bloc euro-atlantique unifié. Vous retrouvez cette formule et le verbe intégrer, je dis bien intégrer, pas coopérer, dans les documents de la Commission européenne, qui sont sur le site de la Commission européenne, les documents des années 2003-2004, qui disent que tous les pays, ça s'appelle la PEV, PEV pour politique européenne de voisinage, il est dit qu'il faut
intégrer politiquement, économiquement, culturellement tous ces pays sud-méditerranéens à un axe euro-atlantique. Et lorsque vous avez eu un document qui était signé entre Schröder et Bush le 27 février 2004, ce document s'intitulait Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, vous n'avez pas eu un mot dans la presse française, c'était la une du Herald Tribune que j'ai conservée à titre d'exemple. Il est dit à un moment donné dans cette alliance germano-américaine pour le XXIe siècle qu'il faut rattacher les pays du Proche et Moyen-Orient à cet axe euro-atlantique. Bon. Et la fondation Bertelsmann s'active à rattacher donc tous ces pays sud-méditerranéens à cet axe euro-atlantique. Mais, alors, ça se fait pour les pays musulmans dans le cadre de ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Mais il y a Israël. Et vous avez au sein de la Fondation Bertelsmann une branche qui s'appelle le dialogue germano-juif qui dit, et je cite des textes officiels, qu'il faut créer 3 piliers du judaïsme. Il y a une communauté juive nord-américaine, un pilier, une communauté juive en Europe, 2e pilier, Israël représente le 3e pilier. Et que ces 3 piliers doivent constituer cette immense architecture euro-américano orientale, proche-orientale, donc en un seul bloc politique économique, et ils disent, mais le problème c'est que vous avez les musulmans qui ne rentrent pas dans cette philosophie mondialiste en raison de l'islam, qui est pour eux rétrograde. Alors donc là, il faut changer l'islam. Vous êtes quand même en train de nous dire là que l'islam serait un rempart au mondialisme. Alors, je suis... Ça interpelle, je dirais. Je pense, oui, mais je vais essayer de vous satisfaire avec mes explications. Voyez-vous, je suis catholique convaincu. Jamais je vais me convertir à l'islam, ça sûrement pas. Je suis catholique convaincu. Il n'empêche, je constate que il y a encore dans les sociétés musulmanes des valeurs classiques dans la vie de tous les jours. Et le meilleur exemple, d'ailleurs, je le cite souvent lors de conférences, le meilleur exemple que je puisse citer, aller organiser une Gay Pride dans un pays musulman. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas duré. Ça a été vite. Bon, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les sociétés musulmanes, une vision encore classique du couple, un homme, une femme, et voire même, ça va encore très loin, puisque la femme doit être vierge. C'est vraiment, ça rigole pas. Il y a quand même des valeurs classiques qui animent les structures de ces sociétés marocaines, égyptiennes, etc. Un homme, un homme, plusieurs femmes, c'est pas classique, ça, pour nous. Il y a quand même, vous avez aussi différentes branches de la polygamie dans certains pays. La polygamie qui est interdite au Maroc. Vous avez tous les cas de figure. Mais vous avez quand même des respects de certaines valeurs classiques. Loin de moi, je veux pas défendre ça, mais je reconnais un fait. Comme un truc tout bête, l'usure dans un pays musulman, c'est impossible. Je reconnais que l'Église catholique disait la même chose. L'Église catholique a toujours condamné l'usure. Et l'usure a toujours été prônée par qui? Par 2 branches, le protestantisme et le judaïsme. Vous pensez bien que la mentalité musulmane, entre autres avec le refus de l'usure, ça ne colle pas à l'esprit mondialiste mercantile. C'est évident, là. Donc il faut détruire cette manière de penser pour rendre, entre guillemets, cet islam, j'allais dire, moderne à leur sauce à eux. Un Vatican II pour les C'est ce musulmans. que j'appelle un Vatican II musulman, parce que Bertelsmann le dit dans leurs travaux, il faut modifier l'islam pour le rendre moderne. Je résume sans trahir leur pensée. Et en fait, la formation, en gros, ce sont les militaires américains qui ont lâché le morceau. Et j'en parle avec les cartes qui vont, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où vous avez une revue militaire américaine qui s'appelle AFG, qui a sorti donc cette revue en juin 2006, qui présente 2 cartes. Une carte représentant le Proche-Orient frontière actuelle, et puis une deuxième carte aux frontières modifiées en fonction de critères ethniques et religieux. Alors vous avez l'Arabie Saoudite qui éclate, l'Irak qui éclate, la Turquie, etc., avec un Kurdistan irakien, turc, syrien et iranien unifié. Kurdistan, c'est là où se trouve l'eau et le pétrole. Avec ça, bon. Et il y a un article qui accompagne ces 2 cartes. Déjà le titre Frontières de sang, c'est déjà révélateur. Et il lâche le morceau, ce militaire américain, il s'appelle Ralph Peters. Ralph Peters qui évidemment ne fait que reprendre des travaux d'une longue tradition, et entre autres la tradition de cet islamologue juif anglais naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis, qui est très âgé là dans les 90 balais, qui est le conseiller de Brzezinski lui-même, conseiller du président Obama, Membre qui de la trilatérale. Oui, alors, ils sont membres de tout, sauf des bonnes choses. Multicarte. Voilà, et Boyman Grove et compagnie, enfin bref. Et Bernard Lewis, qui déjà dans les années 70, avec son copain Brzezinski, avait concocté
des modifications de frontières au Proche-Orient et puis tout l'Est de l'Afrique. Et ces modifications ont été même présentées dans la revue Time. Et si vous tapez Time, Bernard Lewis, 1979, je crois pas me tromper d'année, en tapant image, vous aurez la photo de la couverture de Time avec ces blocs, ce bloc, je veux dire, proche-oriental, et en arrière-fond, l'ours soviétique. Donc vous voyez, ce sont des choses anciennes. Et Ralph Peters ne fait que reprendre cette tradition. Je rappelle que l'expression choc des civilisations, qui est toujours attribué à Sam Huntington, n'est pas de Sam Huntington. Il n'a fait que reprendre l'expression. C'est Bernard Lewis qui, en 1957, avait utilisé la première fois cette expression choc des civilisations. Et ce Ralph Peters, qui n'a, je veux dire, le fils spirituel de tous ces gens-là, dans cette carte avec les remaniements territoriaux, avec une Arabie Saoudite qui éclate, accompagné donc de cet article, dit bien qu'il faut mettre en place un État sacré de l'islam regroupant la Mecque et Médine, et il ajoute texto, d'ailleurs je le texte devant moi, je cite Ralph Peters, où donc il parle donc la famille régnante des Saouds en Arabie Saoudite, qui dit une famille de bigots. Alors je cite Ralph Peters. La cause principale de la large stagnation du monde musulman réside dans le traitement réservé à la Mecque et à Médine, considérés comme leur fief par la famille royale saoudienne. Les lieux saints de l'islam, soumis au contrôle de la police d'État de la part d'un des plus bigots et oppressifs régimes au monde, ont permis aux Saouds, la famille régnante donc d'Arabie Saoudite, de projeter leurs croyances wahhabites à la fois intolérantes et disciplinées au-delà de leurs frontières. Écoutez ce qu'il dit, toujours Ralph Peters, imaginez comme le monde musulman se sentirait mieux si la Mecque et Médine étaient dirigées par un conseil représentatif tournant, issu des principales écoles et mouvements de l'islam, dans le monde au sein d'un État sacré islamique, une sorte de super Vatican musulman, où l'avenir de la foi serait débattu au lieu d'être arbitrairement fixé. Et là c'est moi qui parle. Je commande les propos de Ralph Peters et j'écris « Ce point est capital puisqu'il révèle la volonté de réformer l'islam afin de l'adapter aux principes occidentaux, une sorte d'islam des Lumières, élaboré au cœur de cet État sacré islamique, permettrait de rayonner sur l'ensemble du monde musulman et de remodeler les esprits afin qu'ils épousent pleinement la philosophie mondialiste. D'une certaine manière, cette refonte des esprits se ferait dans le cadre d'un Vatican II musulman. » Eh ben, c'est ce qui se passe actuellement avec ce qui en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et alors, mais qui le dénonce aujourd'hui politiquement là, parce qu'on va essayer de revenir un peu à la situation politique, on va dire française. Y a-t-il un homme politique qui se dresse? Non. Alors, et surtout pour comprendre ces événements, je peux vous raconter une anecdote. Alors, remarquez, parce qu'on a beaucoup de femmes en ce moment, plus que des hommes d'ailleurs. C'est interchangeable tout ça, on comprise à d'accord. En fait, je vais raconter une anecdote qui est archi-officielle. Elle a été racontée à Radio Courtoisie lorsque l'une des rares fois maintenant où je fais une émission à Radio Courtoisie, c'est le député Jacques Millard qui a raconté l'anecdote. Donc c'est vraiment officiel. Et le 22 décembre 2010, et je répète la date, 22 décembre 2010, vous avez eu un séminaire à l'Assemblée nationale avec tous ce qu'on appelle les experts des relations internationales de l'IFRI, c'est ceux qui ont des tronches de premier de la classe mais qui fondamentalement n'apportent rien. Jacques Millard racontait, ils ont parlé de tout. La Russie, Chavez, la dissémination nucléaire, etc. De tout sauf de tous les événements qui allaient éclater dans les quasiment jours, semaines, en Tunisie, etc., ailleurs, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Pas un n'a évoqué, n'a senti. Et donc la vague de fond. Et en fait, quand je lui ai parlé, j'ai dit que c'était normal, que premièrement, ils n'apportaient jamais rien, ces gens-là, qu'on s'emmerdait royalement, mais que deuxièmement, je sais pourquoi ils n'ont pas apporté ces choses-là, parce que ces gens-là ont une vision matérialiste des choses. Tout se règle chez eux en fonction du PIB, du taux de démographie, etc. Qu'il faut voir, on ne peut pas négliger ça. Mais ils n'ont pas compris, et d'ailleurs mes interlocuteurs lors de cette émission, Jacques Millard et Henri Foucault, n'ont pas compris quand j'aurais dit qu'en fait, on mettait en place un Vatican II musulman, enfin une tentative pour réformer l'esprit musulman qui ensuite allait se répercuter sur le domaine politique. Et que l'élément clé qui fait que les choses achoppent, c'est que le Christ a apporté cette vision révolutionnaire de la distinction du spirituel et du temporel, depuis la fameuse formule « rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César », alors que l'islam fusionne les deux. Ce qui fait que, et je cite toujours cet exemple, si vous êtes catholique convaincu, vous devez, le vendredi, mort du Christ, manger du poisson, des légumes et pas de viande.
si vous commettez une faute en mangeant la viande, eh bien, vous allez devoir vous confesser auprès de votre prêtre, enfin confesseur, point barre. Et il y a eu ce cas au Maroc, Rabat, Casablanca, peu importe le coin, il y a 2-3 ans, où vous avez, durant le ramadan, des Marocains qui ont violé les lois de l'islam en mangeant en plein ramadan, en plein jour sur la place publique, donc ils commettaient une faute spirituelle, mais ils ont été arrêtés par le pouvoir temporel, par la police, et condamnés par le tribunal marocain en fonction de l'article, je ne sais plus combien, du Code civil marocain. C'est normal, il y a une fusion des deux. En France, vous faites la viande un vendredi, jamais les flics, enfin les policiers iront vous arrêter, et encore moins vous traduire en justice. C'est ça la distinction spirituelle temporelle. Et c'est ça que les euromondialistes veulent faire. Ils veulent, j'allais dire, laïciser l'islam pour aboutir à un islam perméable à leurs principes, d'où la création d'un État sacré musulman. Et en fait, la première fois que je l'ai évoqué, c'est dans mon livre La décomposition des nations européennes à la page 150, où je dis en gros que ces principes euromondialistes qu'on veut mettre en place à condition de réformer l'islam vont donner un choc des civilisations parce que ce sont deux mondes radicalement différents. Et je dis à un moment donné dans ce bouquin de 2004-2005 que fatalement l'un devra croquer l'autre. Voilà. Et les événements d'aujourd'hui ne m'étonnent pas. En revanche, les friliris, eux, ils sont tombés des nues. Bah oui, ce sont des gens matérialistes. Alors précisément, moi j'étais tombé des nues en lisant ce chapitre sur votre livre sur la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Mais les mains m'en suis tombé encore plus quand vous avez été le premier et le seul à nous parler de cette fameuse communauté transatlantique. Et je suis étonné de voir que dans notre mouvance, personne n'en parle, alors que l'échéance, normalement, avait été fixée pour 2015, si mes souvenirs sont bons, et personne n'en parle, y compris nos hommes politiques qui sont censés nous représenter. Je parle de ceux de notre famille. Hein. Voilà, alors... Comment vous expliquez ça déjà? Alors, je dois vous dire, il y a un homme politique qui en a parlé, qui n'est pas de notre mouvance, c'est Mélenchon, sur BFM TV. Et là, je dois reconnaître, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je lui avais envoyé mon bouquin, je dois vous dire. Avant ou après? Avant qu'ils le disent. Voilà. Je l'avais envoyé. J'avoue que je l'ai envoyé. Non, c'est mon éditeur qui l'a envoyé à différents hommes politiques de gauche et de droite. Ben, il y a que Mélenchon à avoir relayé. Entre nous soit dit, je me suis dit, il dit une chose juste, mais putain, j'aimerais entendre d'autres personnes le dire. Et voilà. Non. Eh ben non. Et pourtant, en fait. Alors, par exemple, soyons clairs. Est-ce que les présidentielles, c'est l'année prochaine. Est-ce que vous pensez pas qu'un scandale comme ça, parce qu'on va parler quand même du cœur de ce scandale, la communauté transatlantique, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à rencontrer Marine Le Pen pour lui faire un petit exposé sur le sujet? J'ai eu l'occasion déjà de m'adresser à différents hommes politiques de gauche et de droite, dont Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Je leur ai évoqué ces faits. D'accord. Alors, et puis, Marine, Bruno, la suite. si vous nous écoutez, Pierre Hillard est disposé à vous entretenir. Mais ils le savent. Je leur ai dit. Non, on leur redit. Je me souviens que même à l'époque, j'avais une émission à Radio Courtoisie avec Bruno Gollnisch et je lui avais dit que je regrettais que le FN n'en parle pas. Et il a dit que si on en parlait. J'ai dû louper un wagon, mais en fait, ils n'en ont jamais parlé. Peut-être à titre privé, mais officiellement jamais. Pour que nos auditeurs comprennent bien, Pierre Hillard, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, je vais parler d'un point de vue général. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'objectif, c'est, dans la pensée mondialiste, une gouvernance mondiale, en mettant en place des blocs continentaux unifiés, européens, africains, un bloc continental africain, un bloc sud-américain unifié, qui a été créé d'ailleurs de la manière plus officielle en 2008, l'UNASUR, et un bloc nord-américain unifié, Canada, États-Unis, Mexique. Le document a été lancé de manière plus officielle en 2005. Alors, gouvernance, c'est pas gouvernement, faut pas se tromper quand même. Oui, vous savez, à l'origine, c'est anglo-saxon, governance, la traduction n'est pas... Il n'y a pas de traduction littérale, c'est comme think tank, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend pas, on n'a pas une tête identifiée, voilà. La tête, elle peut changer, en fait, on a toujours l'idée qui est derrière. Les têtes sont les grandes familles oligarchiques des hautes banques, bon, bref. On trouve les mêmes. Bon. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un bloc nord-américain unifié. Et en théorie, ça devait voir le jour en 2010. D'ailleurs, c'est ce que j'écris dans mon bouquin, La marche irrésistible d'une valeur mondiale. Et évidemment, toujours 1, 2, 3, 4 ans de décalage. Il y avait des Français dans l'administration, ils ont fait grève, non? Non, mais enfin, vous savez, c'est tellement énorme de concilier tout le reste que, bon, en fait, le truc est lancé. Mais ce bloc nord-américain,
doit voir auparavant l'effondrement du dollar pour créer une Fed nord-américaine avec une nouvelle monnaie, le nom n'est pas sûr, Amero, dollar nord-américain ou autre nom, et le tout, j'allais dire, dans un cadre unifié mondial avec une monnaie mondiale. Bon. Alors il y a un bloc nord-américain qui est en voie de préparation, de mise en place, et d'ailleurs, à titre d'information, et là tout le monde peut le vérifier, vraiment, je n'invente rien. Vous avez un géographe qui est en même temps un diplomate qui s'appelle Michel Fouché, Fouché ER, qui est un mondialiste. Je suis toujours un peu le bonhomme parce que quand il écrit, il connaît certaines choses avec des coulisses du système. Il a été entre autres ambassadeur de France dans un État balte. Il y a 6 mois de ça, en octobre-novembre 2010, il a sorti un bouquin de géopolitique qu'on trouve à la FNAC qui s'appelle La bataille des cartes, un truc classique de relations internationales. Bon. Et à la fin du livre, et toutes les personnes peuvent le vérifier, donc je dis bien la bataille des cartes Michel Fouché, à la fin du bouquin, il y a la carte des grands blocs continentaux avec une légende. Alors pour l'Europe, Union européenne. Pour l'Afrique, Union africaine, là, qui doit voir le jour en théorie pour 2015. Mais déjà, l'Union africaine a été lancée en 2002 et la concrétisation en théorie c'est 2015. Et puis pour le bloc nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique, il va mettre ALENA. Il met pas ALENA, il met Union nord-américaine. Or, à l'heure où je vous parle, l'Union nord-américaine n'existe pas, c'est l'ALENA. En fait, il a pris de l'avance, tout simplement. C'est des trucs... bon. Alors, donc il y a un bloc nord-américain qui doit voir le jour 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en théorie, bientôt. Qui verra le jour. Vous avez le bloc européen qui est sur le point d'être parachevé, et l'objectif des élites anglo-américaines et allemandes, en particulier, c'est de créer ce qu'ils appellent un G2. Euro-Atlantique, G2 c'est bien l'expression, hein, ou bien même ils appellent ça une région Europe-Amérique. Texte officiel. Hein. Un bloc de 800 millions de consommateurs, parce que chez ces gens-là, on est toujours consommateurs, hein, c'est toujours de temporel qui fonctionne, avec une assemblée transatlantique réglant un espace unifié politique, économique et militaire, euro-atlantique, qui en théorie doit voir le jour en 2015, avec toujours des petits décalages. Et tous les textes sont sur le site de la Commission européenne. D'ailleurs, mes étudiants, ils avaient tous à apprendre ça par cœur. 1990, déclaration transatlantique. 1995, le NTA, qui est le cycle pour le nouvel agenda transatlantique. 1998, le mot est très facile à retenir, c'est le PET, PET, pour le partenariat économique transatlantique. 2003, une stratégie pour renforcer le cadre euro-atlantique. Et 2007, le dernier document, le CET, Conseil économique transatlantique. Ils avaient tous à apprendre par cœur, document sur le site de la Commission européenne. Et le goulot d'étranglement, en théorie 2015, avec 1, 2, 3, 4, 50 décalages peut-être, mais en fait, c'est archi-officiel. Et en fait, ils veulent créer ce bloc euro-atlantique de 800 millions de consommateurs pour faire un bloc qui va contrebalancer la Chine, l'Inde. Voilà. En sachant que le monde asiatique fait partie du système, comme H.G. Wells, ou Orwell plutôt dans 1984, où vous avez Océania, Est-Asia, Eurasia, qui à la fois s'opposent, se tape dessus, mais pas trop pour ne pas tuer l'adversaire qui est utile. Donc en fait, c'est je t'aime, je te déteste, mais ne crève pas tout de suite. Voilà. Mais concrètement, alors la charpente de l'affaire, c'est quoi? Il y a un parlement commun entre les États-Unis? Une assemblée... Non, Amérique du Nord, Union nord-américaine, ou communauté nord-américaine. Une assemblée transatlantique. Et d'ailleurs, vous avez eu des résolutions du Parlement européen, une de 2006 en particulier, en faveur d'une assemblée transatlantique. Le texte est sur le site du Parlement européen. Pour vous dire. Nous... Et je tiens à préciser une chose. Je parlais de Richard de Kounanov-Kalergi. 1950, il a reçu la plus haute distinction européiste, qui est le prix Charlemagne. L'ont reçu en 1987 Henry Kissinger et en 2000 le Bill Clinton. D'ailleurs, qui parle de la régionisation de l'Europe avec beaucoup de chaleur. Pas pourquoi? Parce que les régions ne dépendent plus des États, mais des lobbies de Bruxelles, et les lobbies de Bruxelles sont anglophones. En 1950, dans son discours de remerciement, qu'est-ce qu'il dit, Kounanov? Qu'il faut créer une Europe unifiée de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, avec une constitution fédérale, et il dit qu'il faut mettre en place une union atlantique, l'Empire britannique faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Et il ajoute, c'est une fédération à 3. Nous sommes en 1950. Et en fait, tout est exposé de la manière la plus officielle possible. Mais maintenant, ils doivent passer à la pratique. Enfin, ils sont en pleine dans la pratique. Mais est-ce qu'ils vont réussir à finaliser? Non, mais ça, c'était ma question. Ben là, c'est Babel. Alors, ils vont échouer. Alors, voilà. Et eux, il nous reste très très peu de temps. Alors, il doit nous rester 4 minutes. Comment sont choisis les hommes alors? Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la FAF. Ça va plaire, ça? La French... La French American Foundation, la fondation franco-américaine, entre autres, qui, elle, joue un rôle
pour le bloc euro-atlantique, mais plus précisément pour les relations franco-américaines, qui a été créé par des élites américaines et françaises, entre autres un certain Jean-Louis Gergorin de l'affaire Clearstream, et qui recrute après sélection des hommes et des femmes qui occupent les postes clés, américains ou français, dans le domaine politique, journalistique, militaire. Alors côté américain, le couple Clinton, par exemple. Hein. En fait, ce sont des recrues, des poulains qui présentent un profil, moi dans le bon sens, ambitieux, et qui sont appelés à occuper des postes élevés. D'ailleurs, c'est dans les textes officiels. Ils sont recrutés en fonction de leur capacité dans le but d'occuper des postes élevés. Et côté français, vous avez, on parle de François Hollande. François Hollande est un Young Leaders recruté dans le cadre de la Fondation franco-américaine. Vous avez aussi Arnaud Montebourg. Juppé. Mais vous avez aussi Alain Juppé. Vous avez eu... Young Leader, Alain Juppé, les gars. Oui, oui. Anne Lauvergeon d'Areva, des grands voilà. les patrons d'Avas. Et il y a une femme qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Emmanuelle Mignon, qui a été, durant la première année, ou les 2 premières années, je ne sais plus, enfin tout au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, sa directrice de cabinet. Donc vous voyez, le cœur même de l'appareil politique français en fait partie, et vous avez entre autres Laurent Wauquiez, Kosciusko-Morizet, voilà, enfin bref, ce qui fait que ça soit la gauche ou la droite, en sachant que ça n'a absolument aucun sens, cette fondation franco-américaine à ces hommes et ces femmes à elle. Voilà. Vous avez aussi, comment on dit, elle a été recrutée en 2001, Nicolas Dupont-Aignan. Mais tiens donc. Oui, attention, il vous a fait un procès. Hein, il vous a menacé de procès sur Courtoisie. Menacé, mais son nom a été enlevé. Du site internet de la Fondation franco-américaine, il a demandé parce qu'il me menaçait de poursuite, mais oui, mais son nom était toujours sur la page. Alors lui, il disait toujours, et il mentait, il racontait des histoires, qu'il avait prononcé uniquement une conférence. Mais c'est pas ça le truc. Pour être Young Leaders, il suffit de lire les textes officiels. Il faut être sélectionné. C'est comme passer un concours. C'est un oral. Il faut remplir le papier officiel. Vous êtes convoqué tel jour, telle heure. Et vous êtes retenu si vous apportez des cautions. On dit qu'un celui-là est intéressant, on le garde. Et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, son nom a été enlevé. Mais moi, j'ai les documents d'origine, donc je suis un grand sentimental, je conserve. C'est important. Et des fois, ça peut largement aider, surtout dans ce genre de situation. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, il est l'heure de conclure. En tous les cas, Pierre Hilard, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité. Et je demande aux auditeurs, l'ennemi a le très gros moyen, mais il perdra. Nous serons vainqueurs. Mais il faut s'instruire, car il faut connaître l'ennemi, ses origines, ses buts. Et quand on connaît l'ennemi, on peut lui tendre le coup plus facilement. Voilà, donc courage. Eh bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Je remercie également notre ami Lord Tesla pour la technique. Et vous avez 2 secondes 23, Eugène. Oui, pour poursuivre la discussion avec Pierre, vous pourrez le retrouver sur un article justement sur la communauté transatlantique dans le prochain numéro de Réfléchir et Agir qui va paraître dans 15 jours et dont le thème central sera ces oligarchies qui nous oppriment. Voilà. Merci à vous. Merci.